Cette histoire est basée sur des faits réels survenus au Brésil, où un homme a terrorisé la population d'une ville entière. L'événement s'est finalement transformé en une chasse de 20 jours, l'une des plus grandes jamais réalisées par la police brésilienne. Suivez cette histoire sur notre chaîne, laissez votre like et abonnez-vous. La petite ville de Serra Negra avait toujours été un lieu de tranquillité, où tout le monde se connaissait, et le quotidien était marqué par son calme. Mais cette paix fut brisée lorsqu'une série de crimes ébranla la région. Le premier incident impliquait une famille de fermiers. Les autorités furent appelées après que les voisins eurent remarqué un silence inhabituel venant de la maison. À leur arrivée, ils trouvèrent des signes d'une scène violente. La vie simple de cette famille avait été tragiquement interrompue. Rapidement, la nouvelle se répandit et toute la ville fut sous le choc. L'auteur du crime semblait avoir disparu sans laisser de traces. Mais bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'un homme qui s'était échappé de prison quelques semaines plus tôt. Un fugitif dangereux connu pour son passé sombre. Son nom était Damião, et il était célèbre pour ses compétences en survie dans des zones reculées. La peur s'empara de la ville. Julio, un policier respecté en ville, n'avait jamais eu affaire à un cas de cette ampleur. Il était habitué à résoudre de petits incidents et des bagarres locales, rien de comparable à la situation qu'il affrontait maintenant. En arrivant à la maison de la famille, Julio ressentit le poids de ce qui allait suivre. La scène était chaotique, avec des signes de lutte et de destruction partout. Quelque chose de sombre flottait dans l'air. Au fil des jours, de nouveaux cas apparurent, tous dans des fermes éloignées, et le schéma était toujours le même, des invasions nocturnes et beaucoup de destruction. Mais le criminel semblait être un fantôme, disparaissant toujours sans être remarqué. Les nuits s'allongèrent à Serra Negra. Les portes, autrefois ouvertes, se mirent à être verrouillées, et les habitants craignaient de sortir après le coucher du soleil. Avec des ressources limitées, Julio savait qu'il avait besoin d'aide. Des policiers des villes voisines furent appelés en renfort pour aider dans la recherche. Des drones, des chiens pisteurs et même des hélicoptères commencèrent à patrouiller la vaste région entourée de forêts denses. Mais malgré tout cet équipement, le fugitif restait introuvable, toujours un pas en avance. Une nuit, alors que Julio analysait les rapports les plus récents, son téléphone sonna. C'était un appel urgent. Un fermier avait aperçu quelqu'un courir à travers son champ de maïs, et il était certain que c'était Damião. Julio, sans hésiter, prit son arme et se dirigea vers le lieu. À son arrivée, la police encerclait déjà la zone, et les chiens pisteurs étaient agités, aboyant comme si quelque chose était tout proche. Le fermier, visiblement bouleversé, raconta son histoire les yeux écarquillés de peur. Il était là, courant à travers le champ. « Je l'ai vu », dit le fermier d'une voix tremblante. Julio savait que c'était la meilleure piste qu'ils avaient eue depuis des semaines. La chasse commença, et le champ de maïs avec ses rangées hautes et sombres devint la scène d'une traque intense. Le bruit du vent dans les feuilles créait une atmosphère encore plus tendue. Soudain, l'un des chiens s'arrêta et se mit à aboyer de façon insistante. En courant vers l'endroit, Julio et son équipe trouvèrent une petite cabane improvisée, faite de branches et de feuilles. À l'intérieur, il y avait des restes de nourriture et des signes indiquant que quelqu'un avait vécu là pendant des jours, voire des semaines. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient sur la bonne piste. Le fugitif était plus proche que jamais. Julio regarda autour de lui, sentant un frisson lui parcourir l'échine. La chasse avait vraiment commencé, et il savait que chaque minute comptait. Après avoir découvert la cabane improvisée au milieu du champ de maïs, Julio savait qu'il était plus proche que jamais de capturer Damião. Il convoqua son équipe pour une brève réunion, au cours de laquelle ils discutèrent des différentes routes que le fugitif aurait pu emprunter. La dense forêt environnante était vaste et perfide, un lieu idéal pour quelqu'un ayant les compétences de survie de Damião. La décision fut rapide. Il pénétrerait la forêt au lever du soleil avec une extrême prudence. Pendant ce temps, la petite ville de Serra Negra continuait à vivre sous l'ombre de la peur. Les habitants commencèrent à organiser des groupes de surveillance
et les rues désertes la nuit semblaient porter une atmosphère encore plus lourde. Les magasins fermaient tôt et les enfants étaient gardés à l'intérieur. La panique était omniprésente à chaque coin de rue. Julio ressentait le poids de la responsabilité croître de jour en jour. Chaque heure qui passait ajoutait de la tension, et la pression pour capturer Damião devenait écrasante. Le lendemain matin, alors que le soleil n'était qu'une lueur à l'horizon, Julio et son équipe se retrouvèrent à la lisière de la forêt. Le climat était étrange, avec un brouillard bas couvrant le sol et les sons de la nature étouffés. Le silence était perturbant, comme si la forêt elle-même attendait quelque chose. Julio, armé d'une carte et de son radio, guida le groupe, avançant en file indienne, tandis que les chiens renifleurs sentaient la piste devant eux. La tension était palpable. En avançant, le craquement des branches sous leurs pieds et le bruissement des feuilles dans le vent remplissaient l'air. Mais malgré la vigilance de l'équipe, la forêt semblait être une alliée naturelle de Damião. Le terrain était accidenté, plein de pentes et de sentiers cachés. Julio réfléchissait à la façon dont cet homme avait pu survivre si longtemps. Il était évident qu'il connaissait chaque centimètre de cette région, peut-être même mieux que les habitants de Serra Negra eux-mêmes. Après des heures de recherche, ils arrivèrent à une clairière. La végétation dense s'ouvrait, révélant une zone où les rayons du soleil touchaient le sol pour la première fois de la journée. Julio ordonna une pause pour permettre à l'équipe de reprendre son souffle. En observant les environs, quelque chose attira son attention. Au centre de la clairière, des marques au sol suggéraient que quelqu'un avait récemment allumé un feu. Julio s'approcha et vit des restes de cendres et des morceaux de papier brûlé. Il remarqua des symboles étranges griffonnés sur les feuilles restantes, quelque chose qu'il ne pouvait identifier immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Julio pour lui-même en ramassant un des morceaux de papier brûlé. Un de ses collègues s'approcha, observant les marques avec lui. Il savait que le fugitif était dangereux, mais ce qu'il découvrait maintenant semblait indiquer autre chose. Un genre de rituel ? Julio n'était pas sûr, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout cela. Soudain, les chiens commencèrent à aboyer de manière incontrôlable. Ils étaient près d'un sentier étroit qui s'enfonçait dans le cœur de la forêt. Julio prit sa radio et appela le reste de l'équipe. Les aboiements des chiens résonnaient dans la forêt, tandis que l'équipe avançait prudemment sur le sentier. Le groupe était partagé entre l'excitation de finalement attraper Damião et l'appréhension de ce qu'ils allaient trouver sur ce chemin sinueux. Après une demi-heure de marche supplémentaire, les policiers atteignirent un endroit où le terrain devenait de plus en plus inhospitalier. Les arbres se refermaient au-dessus d'eux, bloquant la lumière du soleil et plongeant le lieu dans l'obscurité, malgré l'heure avancée de la journée. C'est alors qu'un des membres de l'équipe pointa quelque chose d'inhabituel. Une vieille cabane en bois se trouvait devant eux, à demi cachée par la végétation. Les fenêtres étaient brisées et le toit semblait sur le point de s'effondrer, mais il était évident que quelqu'un y avait été récemment. Julio fit signe à l'équipe de se diviser et de cerner la cabane. Chaque pas était prudent et les aboiements des chiens diminuèrent, comme s'ils ressentaient eux aussi la présence de quelque chose d'étrange. En s'approchant, Julio sentit une montée d'adrénaline parcourir son corps. C'était maintenant ou jamais. Il se positionna devant la porte de la cabane, arme à la main. Après avoir compté mentalement jusqu'à 3, il donna un coup de pied dans la porte, la faisant s'ouvrir avec fracas. L'intérieur était sombre, sentant la moisissure et l'abandon. Il n'y avait que peu de meubles, une chaise renversée et une vieille table au centre de la pièce. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Julio fut le sol. Les planches de bois étaient griffées, comme si quelque chose avait été traîné ou que quelqu'un s'était battu là. Les policiers entrèrent, fouillant chaque recoin, mais il n'y avait personne. Julio regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il aperçut dans un coin caché un petit tas d'objets. Des vêtements déchirés, des boîtes de conserve vides et un vieux couteau. Il semblait que Damião avait été là récemment, mais une fois de plus, il avait échappé avant qu'il ne puisse l'attraper. Le mystère devenait de plus en plus épais. Il y avait quelque chose dans cette forêt.
quelque chose que Julio ne comprenait pas encore. Mais il savait que le fugitif était proche et que chaque indice les conduisait plus profondément au cœur de cette énigme. Après avoir fouillé la cabane abandonnée sans trouver de traces de Damião, Julio réunit son équipe pour discuter de la prochaine étape. La découverte du couteau ancien, des vêtements déchirés et des restes de nourriture indiquait que le fugitif était proche. Mais il avait toujours une longueur d'avance. La forêt semblait cacher des secrets profonds, et quelque chose d'autre semblait être à l'affût, comme s'ils n'étaient pas les seuls chasseurs dans cette forêt. Le lendemain matin, le commandant reçut une information qui pourrait changer le cours de la chasse. Une résidente locale, connue en ville pour ses compétences en observation de la faune et de la flore, rapporta avoir vu un homme se cacher dans une zone difficile d'accès, près d'une vieille grotte, autrefois utilisée par les chercheurs d'or. Cette grotte se trouvait au milieu de la forêt, dans une région presque inexplorée par les gens ordinaires. Julio savait que, s'il voulait attraper Damião, il devrait agir rapidement. Cette grotte pourrait être le refuge parfait pour quelqu'un comme lui, et l'agent ne comptait pas le laisser s'échapper à nouveau. Il décida que cette fois, il n'y aurait pas d'échec. Il organiserait une opération minutieuse, impliquant plus d'hommes et un plan soigneux pour encercler la zone et capturer le fugitif. Mais quelque chose en lui, une étrange sensation, le faisait hésiter, comme si une partie de son instinct essayait de l'alerter sur quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple homme en fuite. Ce même jour, après s'être équipé de provisions et de nouveaux chiens pisteurs, l'équipe de Julio partit pour la zone de la grotte. Le temps commençait à changer, et des nuages sombres s'accumulaient dans le ciel, menaçant de transformer la forêt en un labyrinthe de boue et d'obscurité. À mesure qu'ils avançaient sur les sentiers, l'atmosphère devenait plus lourde, et le vent murmurait à travers les arbres, créant des sons inquiétants. Aux alentours de midi, ils atteignirent l'entrée de la zone décrite par la résidente locale. C'était une région au terrain accidenté, parsemée de rochers et de ravins, avec des arbres plus anciens et des branches tordues qui semblaient être de gigantesques mains sortant de la terre. L'odeur de l'humidité et des feuilles en décomposition imprégnaient l'air. Au loin, ils aperçurent la bouche sombre de la grotte, assez grande pour qu'un homme puisse s'y cacher confortablement. Julio ressentit un frisson le parcourir en voyant le lieu. Ce n'était pas un endroit ordinaire. Il y avait quelque chose de perturbant dans l'atmosphère autour de la grotte. Avant d'avancer, Julio donna des instructions à son équipe sur le plan. Ils allaient se diviser en deux groupes. L'un entrerait dans la grotte de front, tandis que l'autre contournerait la montagne pour couvrir toute route de fuite. Les chiens seraient essentiels pour suivre la piste de Damião et les guider à travers les tunnels. Tout était prêt. Ils commencèrent à se déplacer en silence. Le premier groupe, dirigé par Julio, se dirigea vers l'entrée de la grotte. À mesure qu'ils se rapprochaient, le son de leurs pas résonnait sur les rochers, créant une sensation d'isolement. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée, une sensation claustrophobique s'empara du groupe. La grotte était sombre et profonde, et l'air frais et humide soufflait de l'intérieur, comme si c'était la respiration d'une créature vivante. « Allumez les lampes », ordonna Julio, et les torches éclairèrent l'intérieur sombre. La grotte s'étendait sur des dizaines de mètres, avec des passages étroits et des formations rocheuses qui rendaient l'orientation difficile. La sensation que quelque chose ou quelqu'un les observait était constante. Tandis qu'ils avançaient lentement, Julio restait concentré sur les détails autour de lui. Le sol était accidenté, couvert de pierres détachées et de mousse glissante. Il y avait des marques sur les murs, mais il ne pouvait pas dire si elles étaient naturelles ou laissées par quelqu'un. Soudain, l'un des chiens pisteurs se mit à aboyer frénétiquement. Il tirait sur sa laisse, se dirigeant vers l'une des branches latérales. Julio jeta un regard à son collègue à côté de lui, et ils savaient tous deux que c'était la piste la plus solide qu'ils avaient eue jusqu'à présent. Le fugitif devait être tout proche. Ils suivirent le chien jusqu'à une fissure dans la roche, qui semblait ouvrir le chemin vers une chambre plus grande à l'intérieur de la grotte. Le cœur de Julio battait la chamade. C'était l'adrénaline qui pulsait dans ses veines,
mêlé à la tension croissante de la possibilité d'enfin coincer Damiao. Mais en même temps, un sentiment d'inquiétude continuait de ramper dans son esprit. Quelque chose n'allait pas. Ils entrèrent dans la grande chambre, où le plafond de la grotte s'ouvrait, révélant un espace étonnamment vaste, presque comme un salon naturel sculpté dans la roche. Au centre, il y avait un petit feu de camp qui émettait encore de la fumée. Damiao était là, caché quelque part à proximité. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le trouve. « Attention, il est ici ?» murmura Julio, faisant signe aux autres de se disperser et de vérifier les recoins de la grotte. Soudain, un bruit sec résonna contre les murs de pierre. Quelque chose bougea dans l'ombre, et avant que Julio ne puisse réagir, l'un de ses hommes fut attaqué, projeté contre le mur avec force. Julio vit une silhouette agile et rapide disparaître entre les rochers. Le fugitif utilisait l'obscurité à son avantage, et la grotte était son territoire. « Restez groupés. Ne le laissez pas nous séparer !» cria Julio, en dégainant son arme et en pointant dans la direction où la silhouette avait disparu. L'atmosphère à l'intérieur de la grotte devint étouffante. Il savait que Damiao était proche, mais le terrain accidenté et les ombres le rendaient pratiquement invisible. La tension montait à chaque seconde. Le chien pisteur recommença à aboyer, cette fois de manière plus intense. Julio suivit les aboiements, tandis que les autres tentaient de maintenir leur position. Il tourna un coin dans la grotte, et alors il le vit. Damiao était adossé à un mur de pierre, en sueur, fatigué, mais avec un regard défiant. Il était armé d'un couteau, et ses yeux brillaient de haine. « C'est fini, Damiao !» La voix de Julio était ferme, mais le fugitif ne semblait pas prêt à se rendre. Lentement, Damiao leva le couteau, prêt à attaquer. L'affrontement final était sur le point de commencer. Face à la situation, Julio sentit l'adrénaline monter. Il avait suivi Damiao pendant si longtemps, et maintenant, enfin, il était sur le point de mettre fin à cette poursuite. L'atmosphère était chargée de tension, et il savait qu'à tout moment, un affrontement pouvait se produire. Mais au lieu d'attaquer, Damiao leva le couteau dans un geste de défense, ses yeux reflétant à la fois la peur et la détermination. « Ça suffit, Damiao. »« C'est fini, » dit Julio, essayant de paraître autoritaire. Mais sa voix tremblait légèrement, reflet de la pression du moment. Il ne voulait pas que son hésitation transparaisse. La vie de beaucoup pouvait dépendre d'une action rapide et décisive. L'expression de Damiao était d'une résistance pure. Le fugitif était acculé, mais ne se rendait pas encore. Ce qui se déroulait devant eux était plus qu'un simple affrontement physique. C'était une lutte pour la survie, et chacun avait ses propres raisons. Julio pouvait voir que Damiao ne défendait pas seulement sa vie, mais combattait également les fantômes d'un passé troublé. Cependant, à la surprise de Julio, au lieu d'attaquer, Damiao fit un pas en arrière, cherchant une sortie. D'un mouvement rapide, il se retourna et courut, disparaissant dans l'un des couloirs étroits de la caverne. Le cœur de Julio s'emballa et un mélange de frustration et d'incrédulité l'envahit. Le moment qui aurait dû être le climax de la poursuite se transforma en un nouveau défi. « Il s'est échappé !» cria un des policiers, tandis que les autres suivaient Julio, essayant de rattraper Damiao dans l'obscurité. L'écho de leur voix se mêlait au bruit de l'eau goûtant des stalactites qui décoraient le plafond de la caverne. Julio ne put s'empêcher de ressentir une frustration croissante. Il était si proche, et maintenant Damiao était de nouveau hors de portée. Il était déterminé à ne pas laisser cela se produire. Les lampes éclairaient le chemin devant lui, révélant les murs de pierre et le sol glissant. Les policiers couraient, mais le labyrinthe de la caverne semblait avoir sa propre volonté, comme s'il aidait Damiao à s'échapper. « Il doit connaître cette caverne depuis son enfance », murmura un des hommes essoufflés à côté de Julio. « Il joue avec nous, profitant de chaque raccourci. »« Nous devons nous diviser », décida Julio, désormais avec l'esprit aiguisé. Il ne peut pas s'échapper si nous cernons tous les chemins possibles. Nous devons être plus malins que lui. Les policiers se dispersèrent dans différentes directions, mais la frustration de Julio augmentait chaque seconde. Il savait que Damiao était rapide et rusé. À chaque coin, Julio se demandait s'il pouvait être plus intelligent et plus rapide que son adversaire.
Il se souvint de l'enfance de Damiao dans les montagnes et comment les histoires locales l'avaient façonné. Le fugitif connaissait les raccourcis et les passages secrets que seule une personne ayant grandi là pouvait connaître. En marchant dans un tunnel plus étroit, Julio entendait l'eau goûtant et l'écho de ses propres pas. C'était comme si la caverne était vivante, murmurant des secrets et cachant le fugitif. Chaque mouvement devenait une expérience angoissante, car il savait qu'il ne pouvait pas faiblir. Damiao pouvait être n'importe où, guettant, prêt à utiliser l'environnement à son avantage. Après quelques minutes qui semblèrent des heures, Julio décida qu'il avait besoin d'un moment pour reprendre son souffle et réfléchir. Il s'arrêta dans une petite ouverture, permettant à son esprit de se calmer un instant. Il s'appuya contre le mur froid et prit une grande inspiration, essayant d'entendre le moindre son qui pourrait indiquer la position de Damiao. Les battements de son cœur étaient presque assourdissants et il s'efforçait d'écouter au-delà du bruit de sa propre respiration. C'est alors que Julio entendit un bruit lointain. Un son de pierre se déplaçant, comme si quelque chose se déplaçait dans la caverne. Avec le cœur battant, il se tourna et courut dans la direction du son. Espérant, il croyait pouvoir enfin atteindre Damiao. Mais en entrant dans un nouvel espace à l'intérieur de la caverne, il vit qu'il était vide. Aucun signe du fugitif. La frustration de Julio s'intensifia. Il était sur le point de faire demi-tour quand il remarqua quelque chose d'inhabituel sur le sol. Des marques de pas dans la terre humide. Une trace qui semblait indiquer la direction que Damiao avait prise. Déterminé à ne pas laisser échapper cette piste, Julio suivit la trace, son cœur battant plus vite à chaque pas. Frustré, il se permit un moment de désespoir, mais se rappela rapidement ce qui était en jeu. La fuite de Damiao ne pouvait pas être la fin de l'histoire. Il se souvint du pourquoi de tout cela. Il ne s'agissait pas seulement de capturer un fugitif, mais d'apporter justice à ceux qui avaient souffert. Avec cela en tête, Julio prit une profonde inspiration et décida de poursuivre sa recherche. Quoi qu'il soit arrivé, Damiao ne pouvait pas se cacher pour toujours. Il avançait avec détermination, se concentrant sur les petites pistes que la caverne laissait, déterminé à ne pas abandonner. Des heures de tension à suivre les traces laissées par Damiao dans la caverne, Julio ressentait un mélange de frustration et d'inquiétude. Le terrain traître, les marques au sol et les détours inattendus l'avaient maintenu en mouvement pendant longtemps. Il avançait à travers des couloirs étroits, la lumière de sa lampe vacillant sur les parois irrégulières, créant des ombres qui semblaient bouger autour de lui. L'atmosphère était claustrophobe. Mais Julio restait concentré, convaincu qu'il était sur la bonne voie. Pourtant, la sensation d'être éloigné de son objectif grandissait peu à peu. Après des heures sans trouver aucune trace claire de Damiao, la vérité s'imposa. Il avait été dupé. Les empreintes que Julio suivait avec tant de certitude ne menaient nulle part. C'étaient des fausses pistes, des traces laissées intentionnellement pour semer la confusion. Damiao, avec ses compétences de survie acquises dans la forêt, avait manipulé le terrain pour tromper ceux qui le poursuivaient. Il n'était pas simplement un fugitif, c'était un chasseur habile, qui connaissait intimement la nature et savait comment utiliser l'environnement à son avantage. Damiao avait délibérément créé des traces indiquant qu'il allait dans une direction, alors qu'en réalité, il s'était faufilé dans une autre. Il jouait avec l'esprit de ses poursuivants, anticipant les mouvements de la police et tirant parti de chaque erreur ou hésitation. Pour Julio, c'était un coup dur. Après des jours d'enquête, de traque, d'incursions dans la forêt et de fatigue croissante, il réalisa qu'il était toujours un pas derrière Damiao. L'impact de cette révélation se fit rapidement sentir hors de la caverne. L'opération policière, initialement vue avec espoir par la population et les médias, commença à être critiquée. Les journalistes locaux et nationaux intensifièrent leur couverture, remettant en question l'efficacité de la force opérationnelle et soulignant l'échec à capturer Damiao. La pression sur les autorités augmenta rapidement et sans relâche. Les médias diffusaient des images des recherches exhaustives, des hélicoptères survolant la forêt, des policiers armés dans des patrouilles interminables, et pourtant, le fugitif restait libre. À chaque nouvelle diffusion, la frustration de la population grandissait.
Les interviews avec les habitants de la région reflétaient une peur constante et un sentiment d'insécurité. Les familles ne dormaient plus sereinement, craignant que Damião puisse apparaître à tout moment. De petites communautés, autrefois paisibles, étaient désormais sous surveillance constante. Mais la silhouette sombre de Damião semblait toujours échapper aux autorités. La pression n'était pas seulement externe. En interne, le commandement de l'opération faisait également l'objet de critiques sévères. La population voulait des réponses, les médias exigeaient des résultats, et le gouvernement régional commençait à ressentir le poids de son incapacité à résoudre l'affaire. Le gouverneur, qui avait initialement déclaré avoir confiance en l'opération, se trouvait désormais directement critiqué pour l'inefficacité de la traque. Face à cette situation, la position de Julio, responsable de l'opération, fut remise en question. Lui qui avait dirigé la force opérationnelle dès le début, voyait maintenant son autorité contestée. La frustration et la fatigue de l'équipe, combinées à la pression extérieure, aboutirent à sa destitution du commandement. Le secrétaire à la sécurité décida que des mesures plus drastiques devaient être prises. La décision fut rapide. Julio serait remplacé par de nouveaux commandants, plus expérimentés dans les opérations complexes. Avec Julio écarté, une nouvelle phase de la traque commença. Le secrétaire à la sécurité publique mobilisa encore plus de ressources. Plusieurs bataillons de police furent envoyés pour renforcer l'équipe sur place. Ce qui était auparavant une opération limitée à quelques hommes et hélicoptères, devint désormais une mission de grande envergure. Des centaines de policiers furent déployés dans la région. Des bases mobiles furent installées aux alentours des villes voisines. Et le centre de commandement s'installa au cœur de l'opération. Une base principale fut établie dans la ville la plus proche de la zone de recherche. Ce lieu autrefois paisible vibrait maintenant au rythme incessant des mouvements de policiers, de véhicules et d'équipements. L'opération, qui semblait initialement se concentrer sur des actions discrètes d'une équipe réduite, prit maintenant des proportions massives. C'était comme si une guerre était en cours. L'atmosphère de la ville était tendue. La présence constante de la police, les véhicules militaires sillonnant les rues et le bruit des hélicoptères survolant la région donnaient au lieu une ambiance de siège. Les opérations de recherche s'intensifièrent. Le nombre d'hommes dans la forêt était impressionnant et la surveillance devenait de plus en plus lourde. Les policiers travaillaient par rotation de 24 heures, fouillant les zones les plus reculées, sous un soleil écrasant et des nuits glaciales. Les incursions dans la forêt étaient menées de manière méthodique, avec une coordination directe entre les équipes au sol et les aéronefs survolant la zone. Malgré cette mobilisation massive, Damião restait introuvable. La jungle était son allié, et il savait comment se cacher, comment survivre sans laisser de traces. Il utilisait ses compétences de chasseur pour rester toujours un pas en avance, déconcertant et frustrant les forces de l'ordre qui, aussi bien équipées et nombreuses soient-elles, ne parvenaient pas à surpasser son astuce. Pendant ce temps, la pression sur le gouvernement ne cessait pas. Les journalistes continuaient de couvrir la traque, soulignant l'échec à capturer l'homme qui terrorisait la région. Chaque jour qui passait, l'opinion publique se retournait contre les autorités. La traque de Damião n'était plus simplement une chasse à un fugitif, mais le symbole du combat entre l'ingéniosité d'un homme et la force brute du système policier. La tension dans la ville augmentait de jour en jour, et la traque de Damião semblait interminable. Les lignes téléphoniques de la police locale étaient inondées d'appels, les habitants signalant des apparitions suspectes. Damião, décrit comme un fantôme hantant la campagne, était aperçu à différents endroits de la ville, et la police, submergée par ces rapports, ne savait plus quelles étaient les vraies pistes et lesquelles n'étaient que le fruit de la peur qui pesait sur la population. Les personnes vivant dans des fermes et des propriétés isolées se sentaient particulièrement vulnérables. Sans la protection constante des patrouilles, beaucoup décidèrent de quitter leur domicile pour chercher refuge dans des zones plus sûres. Les routes de terre de la campagne, autrefois tranquilles, étaient désormais bondées de familles transportant leurs biens, abandonnant tout ce qu'elles avaient construit au fil des années. Des maisons, des cultures
et même des animaux étaient laissés derrière, tant le sentiment de danger imminent était fort. Lors d'une de ces patrouilles dans la campagne, une équipe de policiers reçut un appel urgent concernant une ferme éloignée. À leur arrivée sur place, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose clochait. Le silence pesant autour de la maison, associé à l'absence de tout mouvement, éveilla leurs soupçons. Les policiers s'approchèrent avec précaution, encerclant la propriété avant d'y entrer. En pénétrant finalement dans la maison, ils furent confrontés à une scène terrifiante. La famille qui y vivait était ligotée dans une pièce. Hommes, femmes et enfants, tous immobilisés, le visage marqué par la peur et le soulagement à la vue des forces de l'ordre. Après avoir libéré la famille, les policiers écoutèrent leur récit angoissant. Pendant la nuit, Damiao avait fait irruption dans la maison. Il était rapide, déterminé et ne montrait aucune hésitation. Il maîtrisa toute la famille, les attachant sans leur laisser le moindre espoir de réaction. L'obscurité de la nuit avait été son allié, et il se déplaçait avec une précision inquiétante, comme s'il savait déjà comment s'orienter à l'intérieur de la maison. D'abord, Damiao chercha de la nourriture et de l'eau. Il fouilla la cuisine en silence, ne prenant que ce dont il avait besoin pour sa fuite le lendemain matin. Cependant, le détail le plus préoccupant pour la police fut que, durant son attente avant l'aube, Damiao alluma la télévision. Là, dans le salon de la ferme, il regarda les journaux télévisés qui couvraient en direct la traque. Les médias, avides de nouvelles informations, révélaient des détails cruciaux de l'opération que Damiao absorbait attentivement. Il regardait calmement, analysant les informations que la police n'aurait certainement pas voulu qu'il apprenne. Les journaux parlaient des bataillons envoyés dans la région, des stratégies des patrouilles et même du positionnement des bases mobiles. Cette information fut essentielle pour permettre à Damiao de garder une longueur d'avance sur la police. Grâce aux détails révélés par la presse, il savait exactement où se trouvaient les principales concentrations de forces de l'ordre et put ainsi planifier sa fuite avec précision. Lorsqu'il réalisa que les équipes de recherche se rapprochaient, il s'enfuit rapidement, disparaissant dans la forêt avant que la moindre tentative d'interception ne soit possible. Sa connaissance du territoire, combinée aux informations privilégiées fournies involontairement par les médias, faisait de lui un adversaire presque impossible à capturer. La police, déjà submergée par la pression de la population et l'attention croissante des journalistes, devait désormais faire face à l'impact négatif de cette couverture médiatique. Chaque avancée était scrutée par les caméras, retransmise en direct dans tout le pays et, indirectement, à Damiao. Les informations stratégiques, censées rester confidentielles, étaient désormais diffusées dans les journaux, et le fugitif en tirait profit. La pression montait. Le piège semblait se refermer, mais Damiao, avec l'aide involontaire des informations qu'il obtenait, parvenait toujours à s'échapper. La frustration des policiers était palpable, et le sentiment qu'ils luttaient contre un ennemi toujours en avance d'un pas dominait l'opération. La chasse à Damiao durait déjà depuis 19 longs jours. Ce qui avait commencé comme une recherche désespérée s'était transformé en une opération massive, presque militaire. Le temps passait, et la frustration grandissait chaque jour. Ce qui semblait autrefois être une simple poursuite policière impliquait désormais plus de 300 hommes. Des policiers venus de différentes régions de l'État s'étaient joints à l'opération, formant une force opérationnelle imposante. Soutenue par un arsenal de guerre incluant des hélicoptères, des drones et des chiens de détection. La forêt et les environs de la ville étaient devenus un véritable champ de bataille, avec des patrouilles constantes et des postes de contrôle installés sur plusieurs routes secondaires. La chaleur intense, les nuits sans sommeil et l'épuisement physique commençaient à peser sur les équipes de recherche. La sensation que la chasse pourrait se poursuivre indéfiniment sans solution devenait étouffante. Pendant ce temps, Damiao, avec son astuce et sa connaissance approfondie de la région, semblait capable de se cacher à la vue de tous. Il savait utiliser l'environnement à son avantage, se camouflant dans la végétation dense, brouillant les pistes et échappant à la dernière minute. Ce jour-là, en particulier, la tension augmenta encore lorsqu'une nouvelle dénonciation anonyme fut reçue.
Une personne, dont l'identité restait mystérieuse, affirmait avoir vu un homme ressemblant à Damiao près de la maison de la belle-mère du fugitif. Selon l'informateur, l'homme avait été aperçu 2 jours de suite, rôdant autour de la propriété, peut-être à la recherche d'un abri ou, qui sait, tentant de se rapprocher de la famille pour obtenir de l'aide. L'information fut reçue avec prudence, mais également avec un nouvel espoir. Enfin, un point de rencontre potentiel de Damiao, un endroit où il pourrait se sentir suffisamment en sécurité pour réapparaître. Sans perdre de temps, la police élabora un plan d'action. Un siège fut monté autour de la propriété de la belle-mère de Damiao. Les policiers se positionnèrent à des points stratégiques, couvrant toutes les voies de fuite possibles. Pendant des heures, ils attendirent en silence, patiemment, dans l'espoir que Damiao soit assez imprudent pour apparaître encore une fois. L'opération devait être précise. Un faux mouvement pouvait l'alerter et, encore une fois, il s'éclipserait dans l'ombre. Les heures s'écoulèrent et la tension ne cessa de croître à mesure que la nuit atteignait son point culminant. Peu avant minuit, les hommes commencèrent à se préparer. L'atmosphère était lourde, l'air semblait dense et tout le monde savait que cette nuit pourrait être celle où Damiao serait enfin capturé. L'adrénaline parcourait les policiers qui restaient cachés dans un silence absolu, les yeux rivés sur les entrées possibles de la propriété. Puis, il apparut. Damiao marchait en direction de la maison de sa belle-mère avec des pas calculés et une expression tendue. Cependant, quelque chose dans l'air le fit s'arrêter un instant. Peut-être était-ce le silence inhabituel, peut-être un mouvement subtil dans l'ombre. Quoi qu'il en soit, Damiao réalisa que quelque chose n'allait pas. Ses sens, toujours en alerte, détectèrent la présence de la police avant que les agents ne puissent agir. En un mouvement rapide, il changea de direction et commença à courir. Ce qui aurait dû être une embuscade parfaite s'effondra en quelques secondes. Damiao était déjà en fuite, et les policiers, pris par surprise, entamèrent une poursuite désespérée. Les cris et le bruit des pas résonnèrent dans la nuit, brisant le calme jusque-là absolu. La chasse redevenait chaotique. Les voitures de patrouille commencèrent à se déplacer rapidement, tentant d'intercepter Damiao à un point quelconque de la route. Les hélicoptères, déjà en alerte, furent activés, éclairant la zone avec leurs projecteurs, tandis que les drones scrutaient la forêt. Des chiens pisteurs furent lâchés pour suivre la trace laissée par la fuite abrupte du fugitif. Cependant, Damiao n'était pas prêt à se faire capturer facilement. Même blessé, il se battait pour chaque mètre, avançant avec la même détermination qu'il avait déjà montrée à plusieurs reprises. Pendant la fuite, il réussit à se rapprocher d'une zone plus dense de la forêt. Les policiers, dans leur course pour l'attraper, tentaient de le cerner, mais au milieu de l'affrontement, l'un des agents fut blessé par un coup rapide de Damiao, qui utilisait un couteau improvisé. Le policier, bien que blessé, survécut, mais cela montrait clairement que Damiao devenait de plus en plus dangereux et impitoyable. La fuite se poursuivit encore un certain temps, jusqu'à ce que Damiao, lui aussi blessé, disparut à nouveau dans l'obscurité de la forêt. La police, épuisée, savait que l'homme approchait de ses limites, mais une fois de plus, il avait échappé. Le siège avait échoué, et l'épuisement émotionnel pesait lourdement sur l'équipe. Alors que les médias rapportaient une nouvelle tentative de capture avortée, Damiao, bien que blessé, était encore en cavale, se déplaçant entre les arbres, laissant derrière lui une traînée de chaos et de frustration. La chasse à Damiao s'était étendue sur de longs 20 jours. L'atmosphère était empreinte de tension et de fatigue. L'épuisement émotionnel et physique des équipes était palpable et le sentiment d'échec planait dans l'air. Damiao, avec son intelligence implacable, était toujours en liberté et chaque jour qui passait sans sa capture semblait une défaite. Cependant, ce jour-là, quelque chose de nouveau était sur le point de se produire. Un colonel de la police, qui jusque-là n'avait pas quitté le bureau, décida qu'il était temps de rejoindre l'opération. Il était un homme connu pour sa foi inébranlable et sa conviction que Dieu guiderait ses pas dans toutes ses décisions. À l'aube, le colonel rassembla sa propre équipe et partit, déterminé à trouver Damiao une bonne fois pour toutes. Contrairement aux autres équipes,
qui s'appuyait sur la technologie et des stratégies de chasse, il croyait que c'était la guidance divine qui le mènerait au bandit. Alors qu'il priait silencieusement pendant la recherche, le colonel gardait sa foi, demandant sans relâche à Dieu de lui montrer où Damiao pouvait être caché. Ces hommes, bien que fatigués, le suivaient avec détermination, croyant qu'en quelque sorte, la foi de leur leader pourrait changer le cours de la chasse. La journée fut longue. Ils explorèrent plusieurs zones qui n'avaient pas encore été fouillées avec tant de minutie, y compris la dense forêt et les terrains accidentés. La chaleur était oppressante, et la fatigue commençait à peser sur l'équipe. À mesure que le soleil s'inclinait à l'horizon, les esprits semblaient s'affaiblir. Les hommes commençaient à perdre espoir que cette journée soit différente des précédentes. Le sentiment d'impuissance, qui était déjà familier, les envahissait à nouveau. Mais le colonel, avec sa foi inébranlable, ne laissait pas le découragement le submerger. Lorsqu'ils arrivèrent dans un vaste champ qu'ils traversaient à la recherche de nouvelles pistes, il sentit qu'il était temps de faire quelque chose de différent. Il rassembla tous les hommes là dans ce champ et demanda à ce qu'ils s'agenouillent. Pour lui, la solution ne résidait pas seulement dans le suivi des traces ou dans l'utilisation de drones pour explorer la forêt. Il croyait que Dieu pouvait guider l'équipe d'une manière qu'aucune technologie ou habileté humaine ne pourrait faire. Là, dans le silence de ce champ, toute l'équipe s'agenouilla aux côtés du colonel. C'était une scène inhabituelle au milieu d'une chasse si féroce, mais aussi un moment de profond respect et d'espoir. Le colonel mena une prière. Ses mots, chargés d'émotion et de ferveur, résonnaient dans le champ pendant que tous les policiers, épuisés et désespérés, demandaient à Dieu de les honorer et de guider leurs mains. C'était un moment de foi au milieu du chaos. Après la prière, l'équipe reprit sa recherche, désormais avec un sens renouvelé du but. Peu de temps après, alors qu'ils traversaient une zone dense près d'un buisson de bambou, l'un des policiers remarqua un mouvement subtil. Quelque chose s'était déplacé de manière presque imperceptible au milieu du bambou. L'adrénaline monta instantanément. Il avertit immédiatement le colonel, qui s'approcha avec prudence, maintenant le calme que l'expérience lui avait donné. Le colonel savait que c'était le moment. L'équipe, en alerte maximale, se préparait à l'approche. Le bambou semblait à nouveau silencieux, mais tous savaient que quelque chose, ou quelqu'un, était caché là. Ils s'approchèrent lentement, jusqu'à ce que, soudainement, le silence fut brisé par le son des tirs. Damiao, réalisant qu'il avait été découvert, sortit du buisson en tirant désespérément sur les policiers. La tension explosa en quelques secondes. Les policiers, en réponse, ripostèrent avec rapidité et précision. L'échange de tirs fut intense, rapide, et tout se passa en quelques minutes. Damiao, grièvement blessé, ne résista pas à l'affrontement. Il avait finalement été neutralisé. Le colonel, qui dirigeait l'opération à ce moment-là, sentit que sa foi avait été récompensée. Après 20 longs jours de poursuites implacables, la chasse touchait à sa fin. Damiao, l'homme qui avait semé la terreur dans toute une ville et maintenu la police et la population en otage de sa présence, était mort. Le cercle était fermé. Et l'opération, déjà marquée par des erreurs, des succès et de nombreux moments de tension, se terminait enfin par la capture mortelle du fugitif. Le Brésil, qui suivait tout cela par le biais des nouvelles avec un mélange de peur et de fascination, pouvait enfin respirer un peu. Au laboratoire médical, les médecins légistes comptabilisaient 145 perforations sur le corps de Damiao, résultat de l'intensité de la fusillade. La fin de la chasse, au 20e jour, marquait l'un des épisodes les plus longs et les plus tendus de l'histoire policière brésilienne. Les nouvelles couvrirent le dénouement avec tous les détails, depuis la foi du colonel jusqu'à la précision chirurgicale de l'équipe policière. Et ainsi se terminait l'histoire d'un homme qui défia les forces de sécurité et maintint toute une ville en haleine, mais qui, à la fin, ne parvint pas à échapper à la justice.